Transition agroécologique et productivité betteravière sont-elles compatibles? Quelles sont les solutions face aux obstacles techniques? Quid de l'après-néonicotinoïdes? Quel accompagnement proposé par Saint-Louis Sucre pour aider les planteurs? Les réponses tout de suite avec mes deux invités. Il y a à mes côtés Pierre Guéraud, responsable agronomie. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre et merci d'être avec nous. Et à nouveau Thomas Nuiten, directeur betteravier. Bonjour Stéphane. Rebonjour. Alors, petit résumé de ce qu'on vient de se dire sur la séquence d'avant. Cours du sucre à la hausse, plus de local, plus de durable. Tout ça, c'est plutôt très positif pour la betterave Made in France. Effectivement, c'est très positif de voir ces cours du sucre haussiers. Et Daniel vient de le dire, on est en train de passer la barre des 400 € sur la base de l'Observatoire du prix européen. Depuis octobre 2017, la fin des quotas, on attendait ce niveau et cette tendance haussière. Ça y est, on y est. Disons-le clairement, ça fait du bien au moral. Surtout qu'on sortait d'une année 2020 qui avait été quand même relativement compliquée. Effectivement, les enjeux ont été importants l'année dernière. La campagne 2020 avec la crise de la jaunisse virale sur la betterave et la sécheresse également, c'est une année qui sera à marquer dans les mémoires de betteraviers, tout comme l'a été l'année 2016 sur les céréales. Mais avant de parler effectivement d'enjeux et de défis de la culture de la betterave, je voulais rappeler, si c'était nécessaire, à nos partenaires et nos planteurs que la betterave, j'ai l'habitude de le dire, c'est une culture extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'elle a des gains de productivité. Quand on regarde depuis 1994, c'est en moyenne une hausse des rendements de 2% par an. Et elle en a encore sous le pied. Pourquoi elle en a sous le pied? Parce que c'est une plante qui répond parfaitement aux innovations technologiques, aux innovations variétales, et donc elle a encore du potentiel de productivité. Je rappelle également que la betterave, c'est une culture de printemps, c'est une tête d'assolement qui a un intérêt agronomique majeur dans les assolements des planteurs. Et quand on sait qu'en Normandie, en Picardie, on a cette chance d'avoir des rotations et des assolements riches et denses par le nombre de cultures qui nous est proposé dans ces régions, c'est une force. Alors, on reviendra évidemment sur les questions de rendement, comment les sécuriser, on va parler d'innovation. J'ai encore 2 points, Stéphane, si vous le permettez. La betterave, on l'a vu, depuis 3 ans, les conditions climatiques aussi sont changeantes, avec des répartitions de pluie et des conditions de sécheresse qui sont aléatoires. Et donc la betterave est une culture aussi qui est résiliente davantage au changement climatique et elle est moins gourmande en eau. Et l'élément que je ne pouvais pas louper à l'occasion de cette intervention, c'est bien évidemment le savoir-faire de nos planteurs, normands et les planteurs des Hauts-de-France. Puisque pour la petite anecdote, c'est vrai que dans les réunions qu'on a au sein du groupe Südzucker, les collègues belges et allemands ont l'habitude de se challenger, de se comparer à la performance des rendements français, et c'est notre petite fierté. D'accord, donc je le disais, on va évidemment revenir sur les sujets de rendement, notamment de sécurisation de ces rendements, de sujets d'innovation. Mais avant cela, peut-être parler des défis qui attendent et des enjeux qui sont aujourd'hui ceux des planteurs, et il y en a 2 en particulier. Oui, les enjeux sont importants et ils sont au nombre de 2. Le premier enjeu, c'est celui de la rentabilité betteravière. La rentabilité betteravière, c'est l'enjeu numéro 1. Et on va parler de sécurisation, de sécurité des rendements pour avoir cette rentabilité. Et le deuxième facteur, c'est sécuriser les prix. Ça, c'est l'enjeu numéro 1. L'enjeu numéro 2, ça va être la durabilité. La durabilité est un enjeu indissociable de l'enjeu de rentabilité aujourd'hui. On le voit bien, Camille l'a répété, la demande de nos marchés, la demande de nos clients se développe autour des pratiques culturales qui vont vers plus de durable. Alors, Camille aussi l'a répété, on n'a pas attendu cette attente de nos consommateurs pour rentrer dans ces démarches-là. Et les agriculteurs, je tiens à le souligner, c'est un élément important, font de l'agriculture et de la production betteravière une production durable. Par contre, elle est certainement à parfaire et à emmener dans une démarche de progrès. Et bien ça, dans cette démarche de progrès, Saint-Louis Sucre va renforcer les pratiques agricoles culturables vers plus de durable et aussi rendre visibles, rendre perceptibles les évolutions vers ces pratiques culturales. Nos consommateurs, nos marchés n'ont pas cette vision claire de tout le travail que font nos agriculteurs et à nous de Saint-Louis Sucre, donc de montrer que ces progrès sont visibles. Alors, donc 2 enjeux principaux, la rentabilité et la durabilité. Sur la rentabilité, ça fera l'objet de la dernière séquence de la matinée. On parle notamment de la sécurisation des prix. On va plutôt rester pour le moment sur la durabilité
d'actualité. Vous le disiez à l'instant, il faut sécuriser les rendements, favoriser les pratiques agricoles durables, rendre visibles surtout les progrès accomplis. Mais très concrètement, chez Saint-Louis Sucre, qu'est-ce que vous allez proposer comme accompagnement ? On a l'habitude chez Saint-Louis Sucre de travailler de manière très pragmatique et on va s'attacher à 3 indicateurs, je vais dire emblématiques, et qui correspondent aussi aux attentes qui sont remontées auprès de Daniel et de Camille. Ces attentes, c'est quoi ? C'est la baisse des indices de fréquence de traitement, ou en tout cas la gestion des indices de fréquence de traitement. C'est la biodiversité, c'est un élément prépondérant dans les discussions commerciales que nous avons aujourd'hui, et c'est bien évidemment le sol. Un élément important pour nos agriculteurs, parce qu'on doit le mettre aussi en exergue par rapport à nos discussions avec les commerciaux, c'est les rendements, ça fait partie de l'enjeu de la rentabilité. D'accord, tous ces sujets-là, vous allez les travailler un par un et vous avez mis en place une méthodologie qu'on va décrire maintenant. Oui, la méthodologie, elle est claire et on doit la rendre lisible de la part de nos agriculteurs. La rendre lisible à travers cette méthodologie qui vous est présentée. La première chose, c'est l'expertise. Pierre Guéraud, qui nous a rejoint sur ce plateau, responsable agronomique, met en place avec ses équipes 1500 microparcelles d'expérimentation pour vérifier, expérimenter les valeurs agronomiques des nouvelles variétés qui sont proposées par nos partenaires semenciers. Il va mettre en place aussi un certain nombre d'essais autour des protections des plantes et de la réaction des plantes par rapport à ces nouvelles méthodes de protection. Donc c'est 1400 microparcelles qui sont menées chaque année en Normandie, en Picardie. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'expérimentation. Là, je ne parle plus de microparcelles, mais d'essais en plein champ. À travers le programme Mont-Blanc, c'est 80 à 120 agriculteurs tous les ans de Saint-Louis Sucre qui rentrent dans ce programme et qui va permettre au sein de l'exploitation, sur une problématique donnée par l'agriculteur, d'établir un dispositif expérimental qui va permettre d'évaluer entre un itinéraire technique innovant et un itinéraire technique traditionnel, ce qu'on appelle le témoin, si cette modalité innovante a permis d'augmenter les rendements ou de réduire les charges. Donc ça, c'est la partie expérimentation à grande échelle. Ensuite, il y a la vulgarisation. Nos équipes d'inspecteurs de culture, que je salue, ils sont devant leur PC. Les expérimentations sont déployés à travers nos inspecteurs de culture, puisque 75% de leur temps est dédié à l'accompagnement des planteurs et à la vulgarisation des données que nous avons retenues de l'ensemble de nos essais. La transmission et la vulgarisation des essais se fait aussi à travers les journées Mont-Blanc. Les journées Mont-Blanc, il y a une journée Mont-Blanc au printemps, une journée Mont-Blanc à l'automne. Pour cause Covid, bien évidemment, l'année dernière, ces 2 réunions n'ont pas pu se tenir, ces 2 journées n'ont pas pu se tenir, mais je rappelle, c'est entre 200 et 500 planteurs qui, à chacune de nos journées, viennent regarder les essais qui ont été menés au plein champ à travers le programme Mont-Blanc et viennent récupérer pour leur exploitation agricole les résultats. Et puis, on va en parler tout à l'heure, c'est la ferme Mont-Blanc des Trépanies. On se lance dans un projet d'envergure autour des 80 hectares de la ferme des Trépanies qui jouxte la sucrerie. On a également des indicateurs à suivre, puisque quand Camille et Daniel vont voir leurs clients, sur quels indicateurs concrets et factuels on va se baser pour dire oui, les pratiques agricoles des planteurs partenaires de Saint-Louis Sucre sont engagés dans cette démarche. Donc on va avoir les indices de fréquence de traitement, on va avoir la biodiversité, on va avoir la vie du sol, on va avoir des indicateurs autour de l'innovation, du bilan carbone, et n'oublions pas, le premier enjeu, c'est celui du rendement et des marges brutes, puisque notre agriculture doit être productive et durable. Et tout ça, bien évidemment, ça se fait avec vos clients. Donc la dernière étape de cette méthodologie, c'est le dialogue avec les clients. Oui, les intégrer davantage dans le dialogue et la relation avec l'amont, la partie agricole, elle est indispensable. 2 mondes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, on les met en relation pour que chacun comprenne les enjeux, les défis et les objectifs de l'autre. Et c'est bien évidemment en parlant qu'on crée une vraie stratégie d'entreprise.
Alors, cette méthodologie, l'expertise, l'expérimentation, la vulgarisation, le déploiement, les indicateurs, le dialogue avec vos clients, tout ça fonctionne ensemble. C'est un cercle vertueux, c'est un cercle d'amélioration continue et d'innovation. Oui, il est vertueux et on est vraiment dans une démarche de progrès. Les moyens chez Saint-Louis Sucre et au sein de notre équipe betteravière particulièrement, les moyens sont mis en œuvre pour rentrer dans cette démarche de progrès nouvelle. Alors, cette méthodologie, c'est certes d'un côté de la théorie, mais c'est surtout de la pratique. Et on va voir avec vous, Pierre, que si on applique cela à la thématique qui, aujourd'hui, évidemment, intéresse celles et ceux qui nous regardent, c'est la question des NNI. Est-ce qu'il sera possible, d'ici 3 ans, de sécuriser les rendements sans néonicotinoïdes? Alors oui, effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a des raisons d'être optimiste. Alors tout d'abord, il faut quand même rappeler que l'année 2020 n'est pas la première année où on n'utilise pas des néonicotinoïdes. On avait également l'année 2019 où on était sans néonicotinoïdes et en 2019, on avait eu très peu de jaunisse virale. Moins d'1% de nos surfaces étaient impactées par la jaunisse virale. Alors ce qui fait la différence entre 2019 et 2020, c'est surtout les conditions climatiques. En 2020, on a eu un hiver très doux, le plus doux depuis 50 ans. Et derrière, on a eu un printemps excessivement chaud, plus 3 degrés par rapport au normal. Ce qui fait qu'on a eu une pression de pucerons et des vols de pucerons qui sont été très tôt. Ils sont arrivés sur des betteraves, sur des jeunes sur des betteraves à des jeunes très jeunes. On était sur des stades à cotylédons et de feuilles vraies. Également, un point qui est très important entre 2019 et 2020, c'était surtout aussi au niveau des virus. En 2019, on était principalement sur un seul virus, le BMYV, alors qu'en 2020, on était sur un complexe de virus, on était sur 3-4 virus. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que 2020 a été vraiment une année exceptionnelle où tous les facteurs favorisant le développement de la jaunisse se sont succédés sur cette année. Aujourd'hui, vous avez utilisé déjà des traitements, de toute façon, par rapport à ça. Oui, alors tout à fait. Alors sur une année, on va dire normale, avec une pression de pucerons normale, on a aujourd'hui des solutions qui fonctionnent. On va voir le flonicamide, c'est le TPK. Et à titre dérogatoire, on a également le spirotétramate, c'est le Movento. Donc ces deux solutions, c'est des herbicides stricts, qui ont une efficacité de 85-90% et qui ont également l'avantage de préserver la faune auxiliaire. D'accord. Si on regarde maintenant l'avenir, vous êtes en train de réfléchir à trouver des solutions, des alternatives aux néonicotinoïdes. Oui, alors tout à fait. Donc plusieurs axes sont travaillés aujourd'hui pour identifier des alternatives aux néonicotinoïdes. Le premier point, c'est surtout la sélection variétale, et qui est déjà bien avancée. Et le deuxième point, c'est également le PNRI, le Plan national de recherche et d'innovation, dans lequel Saint-Louis Sucre est pleinement engagé. Voilà, et on en parlera dans quelques instants, mais on va commencer à parler de ces recherches, notamment sur la sélection variétale. Est-ce que ça donne déjà aujourd'hui des résultats positifs? Alors, tout à fait. Donc, l'objectif est d'avoir d'ici 3 ans des variétés tolérantes à la jaunisse virale. L'ensemble des semenciers sont aujourd'hui mobilisés pour relever ce challenge. Et d'ailleurs, je souhaite vraiment remercier donc, le travail qui est effectué par nos semenciers. Il faut savoir que la priorité aujourd'hui, leur priorité, c'est vraiment la jaunisse virale. Et la sélection par rapport à la jaunisse avance très vite. C'est plutôt encourageant pour l'avenir. Donc aujourd'hui, si on fait un point d'étape, aujourd'hui, on a des gènes de tolérance qui sont clairement identifiés. Vous le voyez à l'écran. Ici, vous avez des betteraves qui ont été contaminées par des pucerons porteurs de différents virus. Et vous voyez sur la partie basse, les betteraves du bas, donc ce sont des betteraves qui présentent des symptômes de jaunisse. Et par contre, les betteraves qui sont en haut de l'image, en haut de l'écran, ce sont des betteraves qui ne présentent pas de symptômes de jaunisse, car naturellement, elles possèdent des gènes de tolérance vis-à-vis des différents virus de la jaunisse. Alors maintenant, le travail des semenciers, ça va être aussi, et là on est sur de la sélection classique, on va croiser ces individus. L'objectif, c'est de fixer, mais surtout additionner ces gènes de tolérance pour avoir des individus qui soient à la fois tolérants, mais sur l'ensemble des virus majoritaires de la jaunisse virale. D'accord, quand on regarde ça, on est plutôt sur des résultats encourageants, et je crois qu'on va l'avoir sur un graphique qui est juste après. Voilà, oui, tout à fait. Donc, maintenant, le travail également des semenciers, et ça c'est, on va dire, la dernière étape, ça va être de croiser ces individus tolérants à tous les virus de la jaunisse sur des lignées qu'on utilise actuellement pour gagner en productivité. Et ici, vous le voyez à l'écran, donc on a les premiers résultats de ces variétés. Ici, à l'écran, donc sur l'axe vertical, on va avoir le rendement sucre en situation de jaunisse.
où là, plus la variété va se situer en haut, meilleur est le rendement. Et sur l'axe horizontal, on va être sur une situation de rendement sucre, mais sans jaunisse. Donc là, plus la variété sera située à droite, meilleur sera le rendement. Donc on se compare toujours par rapport à des références, ici en noir. Donc ça, c'est les variétés référentes qu'on utilise actuellement. Et si on regarde maintenant les résultats, on va avoir tout d'abord des variétés dites de première génération. Donc ça, ici, vous avez le résultat à l'écran. Donc on est en termes de productivité de l'ordre de 93-95% de productivité par rapport aux témoins. Ça veut dire qu'en gros, on a encore 5 à 10% de productivité en moins par rapport à ce qui se fait actuellement. Mais je vous ai dit que ça avançait très vite. Et là, on arrive très rapidement sur des variétés de seconde génération. Vous voyez à l'écran, donc c'est les points qui sont en vert. Et vous voyez certaines variétés sont même au-delà des 100%. Donc on a des variétés qui sont aujourd'hui quasiment aussi productives que des variétés qu'on utilise actuellement. Et surtout, ce qui est intéressant de regarder, c'est également en situation de jaunisse, où ces variétés sont même à des niveaux de 130-140%. Donc on est plutôt confiant sur l'avenir pour avoir des variétés demain, d'ici 3 ans, avec un bon niveau de tolérance, mais surtout avec une productivité qui se rapproche de celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors, vous évoquez il y a quelques instants le PNRI, le Plan national de recherche et d'innovation. Saint-Louis-Sucre est très engagé dans ce plan. Quelle est la nature des travaux et des recherches que vous menez dans ce cadre-là? Ah oui, tout à fait. Donc, Saint-Louis-Sucre est pleinement engagé au niveau du PNRI, le Plan national de recherche et d'innovation. Donc au niveau national, le PNRI, c'est une cinquantaine de planteurs et c'est 500 hectares qui sont suivis. Donc il y a différentes pistes qui sont étudiées. On va parler par exemple de plantes compagnes, des plantes de type des fenugrec, des févroles ou de l'avoine, qu'on va implanter avec des betteraves. Et leur rôle, ça va vraiment être de perturber soit l'arrivée des pucerons, de perturber les vols de pucerons, ou alors au contraire de fixer les pucerons sur ces plantes pour éviter qu'elles n'aillent sur les betteraves. Ensuite, on va également parler de bandes fleuries qu'on va installer soit en bordure des parcelles ou en intraparcellaire, donc c'est-à-dire au milieu des parcelles. Et là, l'objectif de ces bandes fleuries, ça va être de servir de refuge à la faune auxiliaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de maintenir cette faune auxiliaire, surtout pendant l'hiver, pour que dès l'arrivée du printemps et dès l'arrivée des pucerons, on ait suffisamment d'auxiliaires pour pouvoir contrôler ces premiers pucerons. Thomas, dans les sujets emblématiques et qui font partie de ce PNRI, c'est un des volets, il y a la biodiversité. Là, vous êtes très engagé dessus. Quelles sont les actions majeures que vous avez menées dans ce domaine? La biodiversité, c'est un élément qui devient majeur, effectivement. Pierre a parlé du PNRI, j'ai parlé d'un cadre beaucoup plus général, c'est celui du plan de prévention. Toute la filière betterave-sucre française s'est engagée dans un plan de prévention au moment où des engagements de la part de l'État nous ont permis de retrouver l'autorisation, l'utilisation de ces néonicotinoïdes, et c'était indispensable pour la souveraineté de notre production de sucre en France, parce qu'avec 30 ou 35% de rendement en moins à cause de la jaunisse, la filière pouvait être en péril. Le plan de prévention, ce sont 4 engagements de la filière pour sortir dans les 3 ans à venir de l'utilisation des néonicotinoïdes. C'est un engagement majeur et je prendrai particulièrement cet engagement numéro 3 qui est celui de développer la biodiversité pour protéger les pollinisateurs et protéger les auxiliaires de culture. C'est donc un engagement très important de l'ensemble de la filière française. À rappeler que le plan national de recherche et d'innovation met en place ces essais et met en place ces bandes mellifères pour les pollinisateurs sur des parcelles non traitées en néonicotinoïdes. C'est important à rappeler. Mais donc c'est un engagement de filière. Particulièrement pour Saint-Louis-Sucre, on a mis en place une opération qui a été vraiment couronnée de succès avec les agriculteurs. C'était l'opération « Faites une fleur à la nature ». Cette opération a eu un écho et une adhésion parfaite de nos planteurs, puisque c'est une centaine d'agriculteurs qui se sont engagés dans cette démarche, et c'est plus de 1500 à 2000 mètres carrés que ces planteurs ont pu développer, soit sur leur exploitation agricole. Un certain nombre d'entre eux ont même développé ça au sein de leur commune, de leur village, et ont proposé de semer ces bandes mellifères dans leur village. Donc, une réussite qui a amené aussi à proposer ces mêmes semences aux collaborateurs de Saint-Louis-Sucre. Et puis Camille a dit, là, il y a une super bonne idée, il y a de l'adhésion au niveau agricole, il y a de l'adhésion au niveau de l'entreprise. Allez, lançons ça au niveau de nos clients. Et nos clients ont reçu les mêmes semences de bandes mellifères qu'ils ont pu mettre sur
leurs espaces de jardin des entreprises. Donc c'est une opération réussie et elle rentre dans le cadre de ce que j'exposais à l'instant, c'est de rendre visible, sincère, mais visible les opérations de durabilité de notre production betteravière. Voilà, donc tous unis et tous engagés pour faire une fleur à la nature. Parmi les actions emblématiques également à venir, enfin c'est un projet qui est déjà en cours, c'est celui de vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, la ferme Mont-Blanc des Trépanies. Qu'est-ce que vous y faites très précisément ? Alors la ferme Mont-Blanc était conduite selon des pratiques tout à fait conventionnelles et on va rentrer dans une démarche de ferme expérimentale, de ferme vitrine. Je parlais d'un projet d'envergure, ça l'est parce que pour mettre en place une agriculture productive, je rappelle le terme, c'est le premier enjeu, c'est la rentabilité, ce qui fait que la betterave sera pérenne sur nos exploitations agricoles et que nos sucreries seront ancrées dans nos territoires, ce sera la rémunération betteravière. Donc, pour que ces techniques soient productives et durables, eh bien, on va expérimenter un certain nombre de choses. Donc, on va rentrer la ferme dans un développement d'agriculture de conservation des sols. Et pour ça, on va se lier d'un certain nombre de partenaires, des partenaires locaux. J'en citerai quelques-uns. Il y a d'abord la coopérative CVP qui gère avec nous les autres cultures et les débouchés que celle de la betterave. On va avoir également dans Agriculture et Territoire, la Chambre d'agriculture de Normandie qui va également nous accompagner avec ses équipes de la zone de captage de Bézu-Saint-Éloi. On va avoir des partenariats plus ancrés vers des partenariats de start-up avec les robots, l'émergence des robots. C'est fou de voir l'ingénierie française et européenne courir vers ces robots autonomes pour gérer les semis, pour gérer le désherbage. Il y a beaucoup d'émulation autour des solutions technologiques futures à venir. Et donc, des partenariats avec les startups, et je vais en finir, c'est la partie du partenariat avec la ferme Kirchgartenhausen en Allemagne. C'est une ferme expérimentale aussi qui a été montée il y a 3 ans. Et dans les premiers résultats qu'ils ont pu obtenir autour de cette ferme vitrine, cette ferme expérimentale, on va profiter aussi de leurs résultats. Alors, donc, un vrai enjeu, je vais en terminer là, un vrai enjeu d'une ferme vitrine dédiée aux agriculteurs et de vulgarisation pour créer de nouvelles références. Donc vous ne faites pas ça seul, vous avez des partenaires, et notamment des partenaires locaux, territoriaux. Je vais juste rebondir sur le terme de territorial, parce que ça participe également à l'aménagement territorial, puisqu'on a à l'image aussi une carte qui montre des kilomètres de haies que vous avez mis aussi en place. Oui, dans le cadre du PNRI, dans le cadre aussi du plan de prévention, Saint-Louis-Sucre s'est positionné comme un moment où il y a une réelle opportunité de faire évoluer nos pratiques culturelles. Donc on va aménager les espaces agricoles de nos 80 hectares. Très clairement, on va mettre en place 2,5 km de haies qui va permettre en quelque sorte de séparer par des niches écologiques sur des largeurs de 150 mètres notre parcellaire. Alors, ferme vitrine, ferme d'expérimentation. Expérimentation veut dire qu'il faut aussi tester, calculer, c'est avoir des indicateurs aussi. Là, vous allez en mettre un certain nombre en place. Oui, les indicateurs, ça va nous permettre de manière très pragmatique, encore une fois, et factuelle, de mesurer les incidences liées à l'évolution de cette ferme autour des pratiques d'agriculture de conservation. Les indicateurs, on va en définir un certain nombre. Il y a la gestion et la réduction des indices de fréquence de traitement, et ça, je pense que les robots et le machinisme agricole en devenir va nous le permettre. On a la gestion et la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans nos pratiques, qu'est-ce qui nous permet de décarboner aussi nos activités agricoles. On va avoir aussi un point sur les reliquats d'azote, la gestion de l'azote intraparcellaire avec le bassin de captage de la zone des Trépanies. Également la quantification de la biodiversité entre le moment où on met en place cette ferme vitrine et dans les échéances d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'on développe en termes de biodiversité. Et enfin, bien évidemment, ça ne peut pas être décorrélé, tous ces aspects techniques, c'est de bien le corréler au rendement et aux marges brutes d'exploitation pour toutes les cultures. On va raisonner au niveau de l'assolement et au niveau de la betterave. Alors, il y a une autre thématique, un autre sujet emblématique de ces pratiques d'agriculture durable, c'est la vie du sol. Là aussi, beaucoup de sujets à traiter pour vous.
Oui, le sol en général, c'est un sujet d'actualité. Je me positionne très fermement vis-à-vis des agriculteurs de dire on n'a pas attendu, encore une fois, cette attente sociétale. Les agriculteurs préservent leur sol. Ils travaillent le sol, c'est vraiment le substrat, c'est leur outil de travail. Donc à aucun moment, disons qu'ils ne préservent pas leur sol. Ça, je ne veux pas l'entendre dire. Par contre, dans cette démarche de progrès et d'amélioration, c'est quelque chose que nous pouvons étudier. La vie du sol, on peut l'étudier à travers les couverts végétaux. La vie du sol, on peut l'étudier à travers la matière organique. On peut l'étudier à travers le travail du sol. Et notamment dans le cadre du programme Mont Blanc, ça fait 3-4 ans, vous pouvez aller voir, vous l'aviez cité, Stéphane, dans www.labettraveenicroit.fr, toutes les démarches et les avancées avec le strip-till notamment, c'est quelque chose que nous regardons particulièrement, eh bien, les données sont présentes sur le bloc et on avance dans le sens du travail du sol pour la betterave, mais on travaille la ligne, on ne travaille plus l'interligne. C'est exploratoire, mais avec des indicateurs précis. Voilà, donc labettraveenicroit.fr. Je vous rappelle que c'est là également que vous trouverez les réponses aux questions qui sont posées aujourd'hui, mais pour lesquelles nous n'aurions pas matériellement le temps d'y répondre. Donc n'hésitez pas à continuer à réagir et à poser vos questions. Dernier sujet qu'on va évoquer avec vous, Pierre. C'est dernier sujet, mais ce n'est pas des moindres, puisqu'il est évidemment lié à une attente forte aujourd'hui de la part de la société. C'est la réduction des intrants. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Il y a des solutions d'avenir? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, on privilégie les solutions durables. Et ces solutions, on les intègre systématiquement aujourd'hui dans nos protocoles d'expérimentation. Sur chaque essai, sur chaque protocole d'essai qu'on va mettre en place, systématiquement, on a des modalités avec une réduction d'IFT. Si je prends par exemple l'exemple des maladies du feuillage, on va avoir la sélection variétale. On va avoir différentes variétés avec des niveaux de tolérance qui vont être différentes suivant telle ou telle maladie. Par exemple, si on se situe plus en Normandie, on sera plus sur un complexe Oïdium rouille, et plus sur les Hauts-de-France, on sera plus sur de la cercosporiose, par exemple. Donc voilà, ça c'est le premier point, donc on intègre surtout la sélection variétale. Deuxième élément qu'on intègre également, c'est les stimulateurs de défense naturelle. Donc c'est des produits qui sont naturels, qu'on va appliquer sur les betteraves qui vont permettre d'améliorer les défenses de la betterave. Et enfin, donc, un troisième point, on intègre également les biocontrôles. Donc, si je prends un exemple concret sur les maladies du feuillage, ça va être par exemple des bactéries, des bacillus qui vont s'attaquer à certains champignons comme la cercosporiose, quoi. Donc, on ne privilégie pas une solution ou une autre, c'est plutôt un package. On active ces différents leviers, on met tous ces leviers en action pour réussir à réduire de 30 à 50% les IFT fongicides. Et ça, par contre, ça dépend forcément de la pression de l'année et des conditions climatiques. D'accord. Il y a aussi des sujets, évidemment, de désherbage, notamment désherbage mécanique. Effectivement, donc on a exactement la même logique par rapport au désherbage. Dans chaque protocole de désherbage qu'on construit, on intègre systématiquement aujourd'hui des interventions de désherbage mécanique. L'idée, c'est vraiment de remplacer un ou deux passages de chimique par du désherbage mécanique. Par exemple, l'an dernier, on a fait plusieurs essais dans le cadre du programme Mont Blanc, notamment des essais dans l'Oise, avec des agriculteurs. Donc, on a été directement sur la ferme, sur l'exploitation, et on a intégré le matériel qui était disponible sur l'exploitation. Donc, on avait une bineuse équipée de moulinets et d'hersétrilles. Et donc, l'an dernier, on a réussi, en intégrant ces deux matériels de désherbage, à réduire l'IFT désherbage de 50%. Cette année, on a reconduit la même expérimentation avec le même matériel. Et compte tenu des conditions climatiques de l'année, on a réussi à réduire uniquement de 25%. Mais voilà, l'idée quand même, c'est vraiment lorsqu'on construit un protocole d'expérimentation, c'est d'emblée intégrer le désherbage mécanique dans notre programme de désherbage. Autre sujet sur lequel vous travaillez, celui de la rotation. Effectivement, donc aujourd'hui, on ne cherche pas à avoir du matériel de désherbage qui soit vraiment spécifique à la betterave. On cherche aussi à avoir du matériel de désherbage qui soit polyvalent. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'hersétrille. L'hersétrille, le gros avantage de ce matériel, c'est qu'on peut l'utiliser à la fois en betterave, mais également sur d'autres cultures et notamment des céréales. Et l'avantage pour l'agriculteur, c'est un investissement, mais si c'est un matériel qui est polyvalent, ça permet aussi de l'amortir sur une surface qui est beaucoup plus importante, quoi. Allez, on va terminer sur les matériels en se projetant dans un avenir, mais dans un avenir très proche, puisque la solution que l'on va évoquer maintenant, elle existe aujourd'hui. C'est une véritable innovation.
Alors c'est clair qu'aujourd'hui, donc le plus difficile, c'est de contrôler le rang, et c'est pour ça qu'au niveau de Saint-Louis-Sucre et du programme Mont Blanc, on cherche aussi à trouver des solutions pour demain. Donc on cherche des solutions qui sont innovantes, bien sûr, mais qui sont économiquement viables également, et ça c'est aussi important. Et à titre d'exemple, donc cette année, on a la chance de pouvoir tester donc le robot FarmDroid, ce robot qui permet de contrôler les adventices sur l'interrang, mais également sur le rang des betteraves. Alors, FarmDroid, ça n'a rien à voir avec Schwarzenegger, mais on va tout de suite découvrir en images, puisqu'une image vaut plutôt 1000 mots. On découvre FarmDroid et vous commentez les images en même temps. D'accord. Donc voilà le robot donc FarmDroid, donc c'est un robot 100% autonome. Donc comme vous le voyez, donc il est équipé de panneaux photovoltaïques qui permet la journée de stocker l'énergie solaire dans des batteries, donc 100% autonome, 100% électrique. L'avantage de FarmDroid, c'est qu'il est équipé également d'éléments semeurs, donc qui vont permettre de semer les betteraves. Bon, bien sûr, il faut quand même être présent pour régler la profondeur, mais il sème les betteraves en toute autonomie et il est équipé de GPS RTK. Et le gros avantage, c'est qu'il va géolocaliser chaque plante de betterave, chaque graine qui va être semée va être géolocalisée par ce robot. Le gros avantage également de FarmDroid, c'est que derrière, on change les éléments semeurs, on remet des éléments de désherbage. Et comme chaque betterave est identifiée, vous voyez sur l'interrang, vous avez un couteau qui sait déterminer exactement la position des betteraves et qui désherbe justement juste entre les betteraves. Et bien sûr, il est équipé de matériel de désherbage pour contrôler l'interrang. Donc c'est vraiment aujourd'hui un robot qui est complet et polyvalent, car il permet de contrôler le rang, mais également l'interrang, avec un débit de chantier qui est de l'ordre de 5 à 6 hectares par jour. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces informations. Alors, ce qu'il faut retenir, et je pense que vous l'avez retenu, c'est que dans le contexte actuel, la betterave a une bonne carte à jouer. La plupart des planteurs, donc la plupart d'entre vous, vous utilisez déjà des pratiques productives et durables. Et en tout cas, il faut retenir que Saint-Louis-Sucre va vous aider à aller encore plus loin pour que vous soyez encore plus nombreux et pour que les pratiques vertueuses soient encore mieux reconnues et valorisées. Et enfin, Saint-Louis-Sucre va sécuriser le revenu des planteurs, mais ça, on en parle juste après, dans la dernière séquence. Avant cela, on prend quelques questions. Alors, la question nous vient de Paul Paringot. Bonjour, l'évolution du machinisme et du climat engendre une dégradation potentielle des sols. Aussi, l'avenir de la betterave ne passe-t-il pas par l'agriculture de conservation, alors que HVE ne tient pas compte du sol? Oui, on le disait, c'est pour ça également qu'on lance cette phase d'envergure avec la conversion de la ferme des Trépanies en agriculture de conservation des sols. Alors, il ne faut pas opposer toutes les agricultures. Nos agricultures sont diverses, c'est ce qui fait la force aussi de nos territoires agricoles. Et pour répondre à la question, effectivement, il y a un certain nombre de labels, comme la HVE, qui vont prendre une partie des éléments environnementaux sur la biodiversité. Le HVE, ce sont des étapes progressives vers le développement de la biodiversité. Et puis après, on va avoir d'autres agricultures tournées vers l'agriculture de conservation. Je répète, c'est la stratégie que nous allons développer sur la ferme des Trépanies et qui, là, l'agriculture de conservation des sols, c'est plutôt développer les couverts, développer la biomasse à travers les couverts d'interculture, voir de quelle manière les détruire, voir de quelle manière enfouir ces résidus dans le sol pour piéger et stocker le carbone dans le sol. Donc autant le HVE, on va avoir un développement autour de la biodiversité, que l'agriculture de conservation des sols va être dédiée au sol, au développement, on appelle ça l'aggradation des sols, le développement de la matière organique des sols et le stockage du carbone dans le sol. Donc il y a de multiples labels. Encore une fois, n'opposons surtout pas les agricultures. On n'est pas sur une spécification d'une agriculture particulière. Laissons notre agriculture française, je dirais, rester diverse et variée. Certains vont aller pour des questions de production de vente vers le HVE, d'autres sur le Global Gap, d'autres vers l'agriculture de conservation. Il n'y a pas encore de label sur cette agriculture de conservation des sols, mais voilà, la diversité de notre agriculture va permettre à chacun des agriculteurs de se positionner par rapport à sa stratégie d'exploitation, à sa stratégie d'entreprise, soit tournée vers la biodiversité, soit tournée vers l'aggradation des sols, l'agriculture de conservation, ou à travers d'autres pratiques autour du zéro résidu phyto. Alors,
ce sujet des labels, il pose question, puisqu'on a encore une nouvelle question qui nous vient, c'est Maxime Larégie qui la pose. Vous parlez label, HVE, agriculture de conservation, allez-vous exiger que nous soyons certifiés? Vous avez en partie répondu, mais sur quel référentiel? Ou votre propre référentiel? La stratégie agricole de Saint-Louis-Sucre, ce n'est pas partir vers un label ou un nouveau label spécifique sur la betterave. Ça, c'est très important. Je l'ai dit, l'agriculture avec des pratiques durables, elle existe. Certains agriculteurs sont partis dans des labels HVE, des labels Global Gap, etc. Et ces planteurs nous questionnent pour dire est-ce qu'il y a un intérêt pour vous, sucriers, à développer un sucre de betterave labellisé. Cette labellisation, elle a du sens et on pourrait différencier cette production labellisée, peut-être cette filière d'excellence par rapport à une filière conventionnelle, si et seulement si on crée de la valeur ajoutée, c'est-à-dire si et seulement si nos clients nous accompagnent à mettre un prix supplémentaire pour le prix de betterave. Encore une fois, dans la stratégie et les équilibres économiques de nos entreprises agricoles et notre sucrerie, c'est bien la répartition de la valeur. Aller vers un label, ça ne peut pas aller vers une standardisation de nos productions, c'est bien une valeur ajoutée qu'on souhaite ramener au niveau de l'exploitation. Donc pour être concret, nous ne partons pas vers un label spécifique parce que ce n'est pas identifié au niveau de nos clients. Maintenant, s'il y a des opportunités de marché, des opportunités de créer de la valeur ajoutée, parce que certains agriculteurs ont déployé du HVE, du Global Gap et autres sur leur exploitation agricole, sollicitez vos inspecteurs de culture, faites-vous connaître et on pourra l'étudier avec la partie commerciale. Alors, nouvelle question posée sur le chat, elle nous vient de Gabriel Obnes. Craignez-vous une baisse des rendements à l'issue de la période d'utilisation dérogatoire des NNI? Les solutions alternatives seront-elles prêtes et suffisamment efficaces pour convaincre les planteurs de continuer? Alors, je pense qu'on a plus ou moins répondu durant l'entretien. Il faut surtout retenir que 2020 quand même a été une année exceptionnelle et qu'aujourd'hui, sur une année normale, on a quand même des solutions aujourd'hui. Après, bien sûr, les semenciers aujourd'hui mettent tout en œuvre pour arriver d'ici 3 ans avec des solutions aussi productives qu'aujourd'hui. Ils mettent tout en œuvre. Comme je l'ai dit, tous leurs travaux aujourd'hui sont focalisés sur le dossier jaunisse. Donc on a quand même bon espoir qu'au niveau variétal, au niveau de la sélection, on puisse avoir des solutions aussi productives dans 3 ans. Et en attendant également, on a aussi des solutions efficaces aujourd'hui et également demain, d'autres méthodes alternatives qui vont être développées. Et ça, c'est défini, c'est travaillé au niveau du PNRI, du Plan national de recherche et d'innovation. D'accord, donc l'avantage d'avoir plusieurs solutions en cours et à venir permet de se dire qu'on sera prêt le moment venu. Voilà, c'est pas dire qu'il y a un seul levier, c'est vraiment on actionne tous les leviers pour être prêt d'ici 3 ans et pour maintenir surtout un niveau de productivité qu'on connaît aujourd'hui. Merci Pierre d'avoir été avec nous ce matin. Thomas, vous restez... oui, vous voulez un petit mot de conclusion, simplement intervenir par rapport à ce risque de baisse de surface. Ce que je souhaite expliquer à l'ensemble de nos planteurs et de nos partenaires aujourd'hui, c'est que par rapport à la dérogation néonicotinoïde que nous avons pour 3 ans, renouvelable effectivement tous les ans jusqu'en 2023, mais il y a une telle mobilisation des semenciers, de l'interprofession, des instituts techniques, pour aller vers des solutions. Et on est vraiment partie prenante de faire à ce que notre betterave soit une culture d'avenir, qu'elle soit rentable et durable, encore une fois, dans nos exploitations agricoles, nos sucreries. Et je vous assure que la filière dans son ensemble est tellement engagée que non, mobilisons-nous à maintenir ces surfaces. Et on va apporter maintenant les éléments aussi de sécurisation du prix, je pense. Exactement. On va remercier Pierre d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et pour parler de l'avenir de la rentabilité betteravière, j'accueille à nouveau François Verhaeghe.